Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast où on va parler cyclisme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Evan Cahu. Salut Evan, comment tu vas? Salut Rémi, salut à tous. Écoute, ça va super, très content d'être ici avec toi. Bon, le thème du podcast aujourd'hui, ça va être la formation des jeunes, parce qu'il faut savoir que Evan est entraîneur au CIC Nantes Atlantique. Donc c'est une équipe professionnelle de 3e division, équipe continentale. Mais il y a aussi un centre de formation dans lequel Evan joue un rôle important. Donc Evan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, exactement. Comme tu l'as dit, je suis directeur de la performance du CIC Nantes là, depuis, depuis cette année, donc pour la saison 2025. Voilà, j'ai 26 ans, je suis originaire de Normandie et puis voilà pour ma principale fonction. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet par les formations des jeunes, on va poser quelques questions à Evan pour apprendre à le connaître un peu plus. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est toi, est-ce que tu es toi-même pratiquant en cyclisme? Est-ce que tu en as fait avant d'en faire ton métier en tant que staff? Ou alors est-ce que tu as aussi pratiqué d'autres sports étant jeune? Ouais, donc je suis pratiquant, je dirais plutôt ex-pratiquant parce que je pratique beaucoup moins qu'avant, mais ouais, je suis arrivé sur le tard dans le vélo. Moi, j'ai fait du tennis toute ma jeunesse, on va dire, parce que je suis encore assez jeune, mais ouais, j'ai commencé le vélo, je pense, vers 18-19 ans. Voilà, en pratique loisir avec mon père qui pratiquait, et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à la compétition. C'est comme ça aussi que j'ai voulu du coup rentrer dans l'entraînement. En m'auto-entraînant, etc. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons petit à petit. Et du coup, comment ça s'est passé cette transition coureur-entraîneur? Est-ce qu'il y a eu des formations de fait en particulier? Voilà, comment ça s'est passé? Ouais, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai commencé dans un premier temps dans une pratique vraiment loisir. Et puis voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que ça pourrait être cool de prendre une licence. Donc voilà, je me suis prêté au jeu. J'avais plus trop envie de pratiquer le tennis en compétition. Et donc voilà, j'avais pas non plus envie de payer un entraîneur, de m'accompagner de quelqu'un. C'était vraiment toujours pareil, sans prise de tête. Et voilà, j'étais en licence STAPS en fait, dans un but d'être professeur de PS dans un premier temps. Et au moment où je me suis mis à pratiquer le vélo et à faire la compétition, je me suis pris de passion vraiment pour l'entraînement. Donc j'ai commencé à faire des recherches de mon côté, à même entraîner des copains, voilà, pour me faire un petit peu la main. Et puis voilà, ouais, j'ai voulu abandonner les études de professeur de PS et me tourner vers une licence en entraînement sportif. Et c'est comme ça, voilà, que de fil en aiguille, pareil, j'ai fait les formations. Donc j'ai fait une licence STAPS à Caen. Après, je suis parti à Besançon pour faire un master en entraînement optimisation de la performance. Et puis j'ai aussi passé le diplôme d'état du coup l'année dernière en 2024 à Poitiers. Donc voilà, on voit que tu as eu beaucoup de diplômes. Aujourd'hui, tu es entraîneur à Nantes. Est-ce que tu as eu d'autres expériences dans le passé, dans d'autres structures? Ouais, donc toujours pareil, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc j'ai commencé vraiment, comme je le disais, à entraîner des copains. Ensuite, j'ai pris ma première licence au Vélo Club d'Avranches, petit club de National 3. Pareil, dans lequel j'ai du coup entraîné bénévolement des petits coureurs voilà, de niveau régional pour me faire la main. Puis c'était aussi par plaisir. Et puis voilà, quand je suis arrivé du coup à Besançon, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'équipe Philippe Wagner Cycling, qui était une équipe assez nouvelle puisqu'elle avait qu'un an d'existence et j'ai travaillé du coup dans un premier temps en alternance avec l'équipe junior. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec des jeunes à ce moment-là. Et puis j'ai aussi eu la chance du coup lors de la saison 2024, pendant mon alternance au diplôme d'état de Poitiers, de pouvoir travailler en tant qu'entraîneur de la structure professionnelle. Dernière question à Evan pour cette partie présentation. Explique-nous un peu concrètement ton rôle au quotidien au sein du CIC Nantes Atlantique. Et ensuite, présente-nous un peu le fonctionnement du centre de formation, sachant que voilà, on va parler formation des jeunes aujourd'hui. Donc ouais, au CIC Nantes, donc je suis directeur de la performance. Donc j'ai été en gros recruté en tant qu'entraîneur de l'Académie du cyclisme. Donc on dit Académie du cyclisme parce que c'est toute une académie. En fait, c'est un vrai rôle de formation, que ce soit du coup côté centre de formation ou côté pro, parce que voilà, il y a l'équipe Conti. Et donc l'idée, voilà, c'était que je sois entraîneur d'une partie des jeunes du centre de formation, que je sois en présentiel
la semaine sur les séances collectives, parce qu'il faut savoir que tous les jeunes sont sur Nantes pour s'entraîner, être à l'école. Ils ont vraiment un environnement qui est top. Je crois on en reparlera après, mais voilà, du coup, mon rôle principal, il est là. Et puis, j'ai aussi, du coup, d'un autre côté, une partie entraînement avec certains coureurs de la Conti, et puis aussi un rôle de coordination, on va dire, avec les entraîneurs des coureurs de l'équipe Conti qui ne sont pas entraînés par un entraîneur de la structure, parce qu'ils ne le sont pas tous. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de leur présenter un petit peu le projet qu'on a, nous, pour les coureurs, sur quelle compétition on attend qu'ils performent, quel sera leur calendrier de course, etc., pour que ils soient vraiment en phase avec tout ce qu'on souhaite pour les coureurs, et puis surtout que le coureur sache où il aille et que tout le monde soit dans la même direction, parce que sinon, ça colle pas toujours. Bon, très bien, on te connaît un peu plus maintenant. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie. On va poser des questions à Evan sur l'entraînement, sur différents thèmes. Et voilà, il va nous donner son avis. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, parler entraînement et formation des jeunes avec toi, Evan. Première question, pour toi, à partir de quel âge c'est important pour un jeune de structurer son entraînement et éventuellement de faire appel à un entraîneur ? Bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. On se pose souvent la question de savoir si c'est trop tôt, trop tard. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire les choses intelligemment. Après, je dirais pas que il faut rentrer dès l'école de vélo dans une programmation d'entraînement hyper calibrée, tout fait au millimètre, forcément. Chaque chose en son temps, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire les choses intelligemment. Après, les écoles de vélo le font très bien avec chaque année, en fonction de chaque âge, chaque catégorie, il y a des choses qui sont mises en place et puis les choses se font progressivement, mais c'est vraiment ça le plus important, je pense, de faire les choses progressivement. Et puis après, en fonction de l'évolution du jeune coureur, du jeune athlète, penser, je dirais, à partir des catégories cadet, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un entraîneur qui commence à faire une vraie planification, mais c'est toujours pareil, qui dit entraîneur ne veut pas dire forcément une planification faite au millimètre, sans aucune flexibilité. C'est vraiment ce que moi je prône en fait auprès des jeunes, même un junior 2 en fait. Ok, on fait une planification d'entraînement, mais l'idée c'est pas qu'ils se sentent obligés de la suivre au millimètre, parce que sinon c'est la meilleure des manières pour pas se sentir forcément bien mentalement et tout. Donc il n'y a pas d'âge pour faire les choses intelligemment, mais faut surtout les faire progressivement. Et puis quand l'athlète se sent prêt à suivre une planification, etc., je dirais que c'est là le bon moment. Et avant cadet, si on doit faire le focus sur quelque chose, est-ce qu'il faut plus se concentrer sur l'aspect physique, sur l'aspect technique, sur l'aspect plaisir aussi ? Est-ce que c'est un mix des trois ? Toi, comment tu vois la chose avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet cadet junior ? Chez les jeunes, tu l'as dit en dernier, mais pour moi c'est l'axe principal, c'est vraiment le plaisir. À partir du moment où le jeune il prend du plaisir sur le vélo ou même dans d'autres activités, c'est très important. Je pense qu'il prenne du plaisir, parce que il est jeune, il se développe, que ce soit du coup sportivement, mais aussi en tant que être humain en fait. Il apprend de nouvelles choses, il fait des erreurs, il se voit progresser. Il y a plein de choses, donc. Déjà le plaisir c'est très important, et puis après varier les activités, varier les plaisirs, j'ai envie de dire, dans un sens, en travaillant un petit peu toutes les qualités, tous les aspects, donc que ce soit le physique, la coordination, l'aisance sur le vélo. On sait qu'il y a plein de jeux qui existent, de petits exercices ludiques pour faire ça de manière comment dire, dans un contexte ludique, et puis où on prend vraiment du plaisir, et c'est vraiment ce qui est important pour moi. Ouais, je pense que c'est une bonne vision. Et chez les jeunes, on sait qu'il faut réussir à balancer entre entraînement et compétition. Pour toi, chez les jeunes, qu'est-ce qui fait le plus progresser finalement ? Est-ce qu'il faut se concentrer sur l'entraînement, ou est-ce que c'est aussi important de beaucoup faire courir les jeunes pour qu'ils aillent chercher de l'expérience et aussi progresser via les courses ? Ouais, c'est pareil, c'est une bonne question. Ça fait aussi très souvent débat, parce que on sait que maintenant chez les pros, les élites, vraiment les champions, là, les extraterrestres, ils ont tendance à courir de moins en moins, puis à se focaliser sur les compétitions objectifs. Mais c'est pas du tout la même chose. En tout cas, c'est mon avis. Mais sur les catégories jeunes, que ce soit à partir de cadet, minime ou même chez les juniors,
c'est toujours pareil. En fait, on va pouvoir le faire progressivement, cibler un petit peu plus les compétitions, les périodes d'entraînement intensives, de préparation. Mais c'est toujours pareil. Je pense que c'est à faire et à individualiser en fait en fonction de chaque athlète, parce qu'il y a des athlètes qui vont avoir besoin de beaucoup courir, pardon, pour progresser, d'autres un petit peu moins, qui vont adorer s'entraîner aussi. C'est là aussi qu'on peut un peu cerner les différents types de profils. Mais ouais, je dirais qu'il n'y a pas de vérité. Mais par contre, je suis quand même partisan du fait que le jeune doit courir, parce que c'est aussi là qu'il apprend. En fait, si un jeune, encore une fois, c'est mon avis, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde ne sera pas d'accord, mais un jeune qui court que 20, 30, je sais pas, je dis des chiffres au pif, mais qui court pas beaucoup dans une saison, au final, c'est des expériences en moins qu'il acquiert, parce que voilà, une course, ça permet aussi de bosser physiquement, mais ça permet aussi d'apprendre tactiquement, techniquement, comment on se comporte dans un peloton, les moments où ça frotte un peu plus, un peu moins, les moments où faut sentir les bons coups, etc. Et c'est la science de la course, pour moi, elle se développe aussi en courant, et pas difficilement autrement, je dirais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même important que le coureur, que le jeune participe beaucoup à des compétitions, quoi. On parle jeune athlète, donc qui dit jeune athlète dit aussi double projet, voire parfois triple projet. On sait qu'en parallèle, il y a une scolarité qui est très importante. Toi, en tant qu'entraîneur et par exemple au centre de formation de Nantes, est-ce que comment tu prends en compte la scolarité? On imagine qu'il y a des adaptations aussi en fonction des périodes d'examen, et que du coup l'entraînement et les courses sont variables au niveau des charges selon le calendrier et le programme scolaire. Ouais, c'est ça complètement. C'est vrai que c'est un avantage, et c'est vrai que c'est une structure super, le CICU Nantes, le centre de formation, parce que c'est quasiment unique en France, en fait, le fait d'avoir des horaires vraiment aménagés. En fait, le centre de formation, il est en collaboration avec l'école du Sens, donc c'est le centre éducatif nantais pour sportifs. Donc c'est une école qui est unique en France, où il y a vraiment des horaires aménagés. Il n'y a que des sportifs, en fait, dans cette école. Les horaires sont aménagés en fonction des différentes disciplines. Il y a de tous les sports. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont souvent à l'étranger pour les déplacements dans d'autres sports, etc. Donc ils font vraiment en sorte d'aménager ça. Donc nous, voilà, les jeunes sont dans cette école-là. Ils sont logés aussi pour la plupart au CREPS, qui est vraiment collé à ça. Et puis le centre de formation, nous, le service course, là où viennent s'entraîner les jeunes, c'est à peine 10 minutes. Donc voilà, tout est vraiment recentré. Et comme tu le dis, déjà c'est un environnement qui est optimal, parce que les horaires sont aménagés. Donc pour la plupart, ils ont cours que le matin. Donc voilà, ce qui fait qu'ils peuvent s'entraîner Nous, c'est le mardi, mercredi et jeudi où on encadre les séances. Et puis après, c'est toujours pareil. On individualise en fonction des périodes de chacun. Donc on accueille les U17 deuxième année, junior 1, junior 2. Donc voilà, pareil, les besoins, les demandes, les compétitions ne sont pas les mêmes, les déplacements non plus. Donc on adapte vraiment en fonction de chacun aussi. On individualise vraiment pour que le projet scolaire, le projet sportif, et puis le projet aussi social, citoyen, les trois soient vraiment menés à bout, parce que c'est vraiment très important, quoi. C'est l'essence même du projet, donc on fait vraiment en sorte. Là, c'est vrai que tu nous présentes un cadre où les sportifs sont vraiment mis dans de bonnes conditions. Et j'imagine qu'il y a peut-être des jeunes cyclistes qui nous regardent et qui ne disposent pas forcément de tout cet accompagnement. Est-ce que toi, Evan, tu aurais quelques conseils ou adaptations à proposer pour ces personnes-là, pour qu'ils ne fassent pas forcément la même chose, et que du coup ça passe pas parce qu'ils ont beaucoup plus de contraintes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire attention pour ne pas avoir de surménage, et faire attention à progresser à leur rythme, mais sans aller droit dans le mur s'ils n'ont pas l'accompagnement comme on peut avoir dans le centre de formation de Nantes? Ouais, c'est ça. En fait, je dirais la principale des choses à prendre en compte, c'est de s'écouter. En fait, c'est sûr que nous, les jeunes qui sont au centre, on en est conscient, ils en sont aussi. On essaie de vraiment leur faire prendre conscience de ça, qu'ils ont un environnement qui est optimal par rapport à d'autres. Il y a d'autres structures en France il y a des pôles, il y a aussi les structures de développement, de formation de World Tour, qui font aussi des choses comme ça, même si les horaires à l'école sont pas forcément aménagés. Mais je dirais que pour un jeune cycliste qui n'a pas la chance d'avoir des horaires aménagés, etc., c'est vraiment de prendre sa situation en compte, et puis de ne pas vouloir faire la même quantité d'entraînement que ce que fait un jeune que nous on a en centre de formation, parce que forcément ça colle pas.
La charge d'entraînement, c'est une chose, mais il y a aussi toute la charge externe, je dirais, au niveau de la vie sociale, de la vie privée, de ce qui se passe à la maison. Chacun a des temps de trajet différents entre l'école, chacun a des horaires différents, chacun a des devoirs plus ou moins, enfin une quantité de devoirs plus ou moins importante. Et donc, ouais, c'est vraiment s'écouter, faire les choses, comme je le répète depuis le début, mais progressivement pour voilà, surtout être régulier plutôt que de vouloir faire les choses. Bien à fond, de vouloir trop en faire, de se forcer à s'entraîner trop tard le soir, être fatigué, accumuler de la fatigue, et voilà, risquer d'être soit en surentraînement ou soit tout simplement de péter les plombs, hein, pardonne-moi l'expression, mais péter les plombs mentalement parce que y a un surmenage en fait qui est trop conséquent, pas forcément lié à l'entraînement, mais à tout en fait. Donc vraiment s'écouter, faire les choses progressivement, être régulier, et puis après ça vient progressivement. J'aimerais qu'on aborde un autre thème, c'est la multidiscipline. Voilà, des fois on se rend compte maintenant que les cyclistes au final ils savent faire que du vélo. Et est-ce que pour toi, chez les jeunes, ça peut être intéressant de pratiquer d'autres disciplines que le cyclisme pour travailler d'autres qualités qui peuvent d'ailleurs par ailleurs servir aux qualités requises pour performer en cyclisme? Ouais, complètement, c'est toujours pareil. Ça va dans le développement de l'athlète. En fait, pour moi, un sportif de haut niveau, donc qu'il soit coureur cycliste professionnel ou je pense même dans beaucoup de sports, hein, mais pour moi, un sportif de haut niveau, en fait, ça doit avant tout être un athlète. Donc c'est pour ça que pour moi, développer un maximum de qualité, c'est important. Et arriver à un certain niveau de performance dans le cyclisme, on n'a plus beaucoup le temps de faire d'autres activités parce que forcément ça prend déjà beaucoup de temps, mais c'est pour ça que pour moi les jeunes catégories c'est le meilleur moment pour diversifier au maximum ces activités parce que voilà, ça permet de comme je le disais, de varier les plaisirs, de faire des choses différentes, pas tout le temps être sur le vélo. Ça permet aussi de décharger aussi un petit peu des fois une pression comme ça et de toujours garder cette notion de plaisir. Donc nous au centre, si je prends notre exemple, donc on a beaucoup de crossman. Par exemple, je prends l'exemple du cyclocross, ça se fait beaucoup. Mais on a aussi des non-crossman. Et par contre, les non-crossman, on leur oblige quand même à participer aux entraînements de cyclocross durant l'hiver. Donc c'est une fois par semaine. Voilà, sans pression, mais au moins ça leur permet de sortir un peu du cadre de la route, de travailler d'autres qualités techniques, tactiques. Ça permet aussi de rigoler avec les copains dans la boue. C'est aussi des séances qui sont souvent ludiques. Donc je trouve ça intéressant. Puis voilà, ça peut passer par le VTT. On leur oblige pas forcément à acheter un vélo parce que voilà, on sait que ça a un coût aussi, mais on leur dit de venir en VTT pour ceux qui ont un cyclocross. Peu importe la qualité du vélo, en fait, j'ai envie de dire, on peut quand même travailler de manière qualitative. Donc c'est très important. On met aussi en place une fois par semaine une séance de préparation physique générale en salle de musculation parce que c'est pareil, c'est le développement des qualités physiques de l'athlète, maîtriser bien les mouvements pour pouvoir travailler avec des charges plus tard, donc que ce soit des juniors, voire même du coup chez les espoirs pour ceux qui s'y mettent un petit peu plus tard, mais ouais, c'est vraiment important de se diversifier. Les crossman font de la course à pied. Il y a beaucoup de coureurs cyclistes professionnels qui font du cross et qui performent sur la route, voire même en VTT aussi, hein. On connaît Mathieu Van Der Poel pour ça, mais voilà, pour moi c'est des qualités qui sont pas perdues en fait, donc pour moi c'est hyper important. Ouais. Et tu as parlé cyclocross et ça anticipe un peu ma question d'après, mais je voulais justement parler des autres disciplines du vélo, que ce soit cyclocross, BMX, VTT, piste. Est-ce que par exemple quand vous recrutez vos athlètes, vous prenez compte des carrières autres que sur la route et des résultats autres que sur la route? Par exemple, les recruter un bon pistard ou voir des fois des BMXeurs qui peuvent avoir des qualités d'explosivité qui peuvent être très intéressantes si elles sont bien retranscrites sur la route. Ouais, complètement, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'on ne se base pas forcément que là-dessus. Notre recrutement, il se fait beaucoup, comme je le dis, et comme tu l'as dit aussi, c'est un triple projet. Donc certes, si un jeune il a des qualités physiques, mais que par contre on voit que le bulletin scolaire il est vraiment pas bon, que le tempérament c'est pas ça, que ça transpire pas forcément l'envie de faire du haut niveau, en fait, on force pas les choses parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Nous, on veut vraiment des athlètes qui soient bien dans leur peau, bien dans leur pratique, bien dans leur vie future. C'est aussi le but, c'est qu'on est conscient qu'ils passeront pas tous pro, donc le but c'est aussi qu'ils puissent avoir des diplômes et puis rentrer dans la vie active
plus tard. Donc non. Après, ouais, c'est vrai qu'on prend aussi des choses comme ça en compte. J'ai l'exemple, là, cette année, on a un coureur en cadet qui a très très bien marché sur le plan national chez les cadets. Il va faire un podium sur les France et voilà, il vient du BMX. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est aussi des disciplines qui permettent de développer certaines qualités qui se retranscrivent aussi sur la route. Donc ça peut aussi être intéressant. Après, on a beaucoup de crossman, on a quelques pistards aussi de temps en temps, mais voilà, c'est des disciplines qui sont complémentaires selon moi et c'est bien de tout pratiquer. Donc on prend aussi ça en compte, mais c'est pas un des points prédominants de notre recrutement entre guillemets, si je puis dire, quoi. Super, merci pour les explications. Merci de nous avoir un peu éclairé sur la formation des jeunes. On va maintenant passer à la séquence questions-réponses. Allez Evan, je vais t'inviter à répondre à une série de questions. Donc première question, quelle est la principale différence entre entraîner un jeune coureur et un coureur professionnel ? Ouais, je dirais que entraîner un jeune coureur, c'est surtout le rendre autonome et puis voilà, l'accompagner un petit peu dans sa démarche d'entraînement, tandis qu'un coureur pro, on est déjà un petit peu plus dans l'optimisation de la performance et puis dans le sens du détail, quoi, si je devais faire bref. Une donnée ou un indicateur que tu regardes quasiment tout le temps après une sortie de tes athlètes ? Ouais, bah là c'est pas quasiment tout le temps, mais c'est vraiment voilà, le retour que fait l'athlète sur la plateforme d'entraînement, perception de l'effort et puis difficulté de la séance, voir si ça colle bien avec tout ce qui était prévu, quoi. Est-ce que tu as un rituel avant d'encadrer une séance ? Ouais, j'ai un petit rituel, c'est que j'adore boire une petite tasse de café, ça me permet de me rebooster avant chaque séance collective et puis d'amener un petit coup de peps à la séance, c'est important. C'est vrai que ça fait jamais de mal. Quelle qualité, selon toi, est indispensable pour réussir pour un jeune cycliste ? Je dirais qu'il faut qu'il soit passionné avant tout et puis qu'il veuille se rendre acteur de son projet. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour être régulier et puis faire les choses correctement. Et enfin, pour conclure cette séquence, j'ai envie de te demander l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les jeunes. Ouais, c'est une bonne question et je pense que les jeunes ont tendance à beaucoup regarder tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a du super contenu, d'autres contenus qui n'est pas forcément toujours super adapté et voilà, ils ont du mal à prendre le recul par rapport à ça. Il y en a qui le font très bien déjà, mais je pense que c'est une erreur qui est quand même assez répandue à ce niveau-là. Super. On va maintenant passer à la séance du coach. Evan va nous présenter une séance qu'il affectionne tout particulièrement. Allez, c'est le moment de la séance du coach. Donc on va demander à Evan s'il a une séance qu'il aime bien et qu'il aime bien prescrire à ses coureurs et leur faire faire. Alors Evan, ta réponse ? Ouais, je dirais pas que j'ai une séance fétiche que j'aime bien proposer à mes coureurs, mais par contre c'est un type de séance que j'affectionne beaucoup. C'est l'entraînement derrière scooter. Pour moi c'est vraiment très important et très bien d'en faire. Bon, je dirais pas que c'est indispensable, hein. Il y a des coureurs qui n'en font pas forcément et qui peuvent réussir à performer, mais je trouve que la séance derrière scooter, en fait, elle a plein de vertus. Déjà, l'entraîneur, il est avec le coureur, donc ça permet aussi de créer un lien de proximité avec le coureur, donc voir un peu comment il réagit sur la séance. Ça permet de voir aussi son coup de pédale, de voir comment il se sent, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet aussi de créer du lien parce que la relation entraîneur-entraîné, elle est vraiment, vraiment hyper importante. Et puis pareil, après, le scooter, il y a plein de choses à faire. Je dirais pas qu'il y a une séance en particulier pareil que j'aime bien proposer, mais je sais qu'à chaque fois que je suis sur le scooter avec un athlète, en fait, je prends du plaisir et puis je pense aussi que le coureur prend du plaisir parce que ça a aussi un aspect ludique. Voilà, on est focalisé sur le scooter, on n'a qu'à suivre. Et ça peut aussi être plaisant parce qu'il y a cette sensation de vitesse. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et puis après, voilà, je dirais que
Toujours pareil, il n'y a pas qu'une seule séance, on peut faire de tout, hein. Je pense qu'on peut faire de la régénération derrière scooter, ça permet de créer de la vitesse de jambe, donc on peut respecter ses zones derrière scooter. Qui dit scooter veut pas dire forcément rouler à 60 à l'heure. Donc ouais, faire une séance de régénération derrière scooter, c'est possible. Une séance d'endurance, c'est aussi possible. Voilà, je sais que je l'utilise aussi, par exemple, pour travailler un petit peu la durabilité, hein, notamment chez les pros surtout, parce que voilà, on sait que c'est un facteur de plus en plus important dans la performance. Donc ça peut aussi permettre de travailler ça. Et puis voilà, des exercices aussi spécifiques à des intensités un petit peu plus élevées, toujours pareil pour créer de la vitesse de jambe, simuler aussi un rythme de course. Donc il y a plein de choses à faire avec le scooter et c'est souvent une séance qui est appréciée. En tout cas pour ma part, parce que je souffre pas, je suis sur le scooter, donc je l'apprécie, mais en général c'est aussi apprécié des coureurs parce que voilà, ça change aussi un petit peu la routine de l'entraînement où quand on s'entraîne tout seul, on n'a pas forcément de points de mire ou de choses comme ça qui peuvent nous faire passer le temps, ou même quand on s'entraîne en groupe, ça passe souvent plutôt bien, mais voilà, c'est une autre variante que j'apprécie vraiment, en tout cas le scooter. Ouais. Alors, pour rebondir là-dessus, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a un type de terrain à privilégier, plutôt plat, plutôt vallonné, ou finalement, selon la séance, on peut varier les terrains? Ouais, non, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est comme, pour moi, c'est comme à l'entraînement. En fait, si on n'utilise pas le scooter, je sais que quand je planifie mes séances, je regarde vraiment la typologie de la course que s'apprête à affronter le coureur, hein, que ce soit un objectif ou pas forcément, mais souvent c'est sur les objectifs qu'on se base et du coup je planifie souvent mes séances en fonction de ça. Donc j'indique là sur la plateforme, essaye de privilégier ce terrain de jeu là parce que c'est ce qui va ce que tu vas retrouver sur la compétition. Et pareil, le scooter, en fait, en fonction de ce qu'on veut travailler, on peut tout simplement rester sur un terrain totalement plat, hein. Je pense par exemple à un coureur qui fait du chrono, qui prépare un chrono tout plat, pas besoin de forcément se mettre sur un terrain qui est vallonné pour travailler. Donc voilà, on se met sur un terrain plat, on tourne la poignée, puis comme ça on accélère, et puis ça fait de la vitesse de jambe, ça permet de rouler vite. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, pareil, pour un coureur qui va par exemple privilégier une compétition en montagne, voilà, si on a un terrain vraiment très accidenté, pas trop loin, ça peut être bien aussi parce que ça permet de travailler le coup de pédale. Travailler au seuil dans un col derrière le scooter, c'est toujours pareil, ça crée de la vitesse de jambe, on simule le braquet de la compétition parce que c'est aussi ce qu'on cherche à retrouver. Et donc ouais, musculairement, neuromusculairement aussi parce que tout est lié, mais c'est vraiment pour moi important d'adapter son terrain de jeu au type de séance et à l'objectif qu'on prépare, quoi. J'aurais une petite dernière question sur le thème du scooter. Est-ce qu'on peut encadrer des séances collectives avec le scooter? Jusqu'à combien on peut être derrière le scooter et jusqu'à combien c'est efficace? Ou alors c'est vraiment individuel et un athlète et l'entraîneur? Ouais, c'est pareil, c'est une question qui est pertinente. Je dirais qu'on peut faire un peu de tout, hein. J'ai déjà encadré une séance. La séance vient pas de moi, mais j'avais trouvé que c'était une séance très intéressante. En fait, on avait travaillé le train du sprint. Donc là, c'est vrai qu'on avait mis tout le train derrière le scooter et puis on avait adapté forcément les allures, etc. en fonction de ça. Et puis ensuite, l'agencement de la séance et de l'exercice faisait que nous, le scooter, on s'écartait. Mais ouais, il y a plein de choses à faire, encore une fois. Mais c'est sûr que si on veut travailler de manière individualisée, avec le coureur, l'idée c'est qu'il soit quand même tout seul derrière le scooter, c'est quand même plus qualitatif. Après, c'est toujours pareil. On peut s'adapter si on sait que voilà, on a deux coureurs, que ça gagne du temps, et puis que voilà, on adapte un petit peu la séance. On fait en sorte d'adapter l'intensité, parce que l'idée c'est pas de se focaliser sur les watts de celui qui est directement dans la roue du scoot, parce qu'on sait que du coup celui qui est derrière, il prend un petit peu plus tarif, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est toujours individualiser, faire en sorte que chaque coureur travaille vraiment de manière qualitative, parce que si on se concentre que sur un coureur et puis qu'on a un autre coureur derrière, voire deux, voire trois, et puis qu'au final ils sont dans le vent et puis qu'ils sont pas du tout dans les mêmes filières et ils mènent pas du tout le travail qui est recherché, c'est quand même plus compliqué. Donc on peut faire différentes choses, mais pour moi le mieux, l'idéal, c'est vraiment de travailler en individuel derrière le scooter. Bon, merci Evan pour ces précisions sur l'entraînement derrière scooter. J'espère que vous qui visionnez la vidéo, ça peut vous donner des idées, des choses à mettre en place dans votre entraînement et pourquoi pas inclure de l'entraînement derrière scooter. Vous avez vu avec le témoignage d'Evan que ça peut être vraiment bénéfique et je partage l'avis d'Evan.
On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo et passer au moment anecdote, confession avec des moments un peu sympas et décalés pour conclure cette vidéo. Bon, pour finir cette interview, le petit moment anecdote. Evan, est-ce que tu aurais un moment de galère ou un challenge difficile que tu as dû surmonter à nous partager? Ouais, il y en a forcément. C'est pas une autoroute du bonheur comme on dit. C'est pas toujours facile, mais si je devais donner un challenge difficile, ouais, je dirais que c'est l'année dernière, en fait, la première année où j'ai entraîné des coureurs cyclistes professionnels. En fait, je suis arrivé vraiment dans l'inconnu parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout le monde du cyclisme professionnel vu que je venais pas du tout de ce milieu. Et en fait, j'ai dû vraiment tout au long de l'année vraiment découvrir les courses les unes après les autres. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à comprendre un peu comment ça courait, etc. Des choses un peu basiques. J'ai vraiment analysé tous les parcours. J'ai passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. C'est un challenge qui n'était pas simple à relever, mais voilà, je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé en tout cas. Et jusqu'à présent, quelle est la plus grande fierté ou réussite pour toi en tant qu'entraîneur? Ma plus grande fierté, très honnêtement, quand j'ai commencé à entraîner, en fait, je me suis toujours dit que je voudrais un jour être entraîneur d'une équipe cycliste professionnelle et voilà, je pensais pas que ça viendrait aussi vite. J'ai eu la chance que des personnes m'aient fait confiance. Voilà, je pense à l'équipe CIC Nantes qui m'a fait confiance malgré que je sois jeune, que j'ai jamais tenu ce rôle-là, donc je les en remercie pour ça. Et puis je remercie aussi vraiment beaucoup toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ma formation, parce que sans ces personnes-là, t'en fais partie d'ailleurs, mais sans ces personnes-là, j'aurais pas eu ces opportunités-là et ça a été vraiment des moments de bonheur. On a partagé vraiment beaucoup de choses. On a grandi vraiment à plusieurs et c'était vraiment, vraiment cool. Et c'est aussi ce qui me fait aimer en fait l'entraînement, parce qu'on crée vraiment des relations, que ce soit avec les coureurs ou avec le staff qui sont vraiment top. Et ouais, c'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Bon, Evan, tu conclus cette interview sur une note positive. Merci à vous d'avoir visionné. Merci à toi, Evan, d'avoir répondu positivement à notre invitation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like pour nous soutenir. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast avec un nouvel invité qui arrive très bientôt.